Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de notre émission Décryptons le monde, dans lequel nous allons poursuivre nos analyses géopolitiques en compagnie de notre fidèle expert Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Gérard, nous avons bien noté dans les précédents numéros de cette émission que la décennie 2020-2030 allait être agitée et force est de constater que les faits vous donnent raison. Après le basculement en Afghanistan, nous sommes depuis quelques jours dans une crise totalement inattendue dans le Pacifique entre l'Australie et la France. Vous attendiez-vous à cette tempête dans le Pacifique, Gérard Vespierre ? En toute humilité, Jacqueline, je dois vous répondre non. Absolument pas. Les seuls éléments visibles dans l'ensemble de ce dossier, si on en suit l'historique, concernent la genèse, premièrement, des appréciations diverses sur le bien-fondé technique du choix de l'Australie, à savoir le système de propulsion diesel qui était plus ou moins en faveur et aussi un peu décrié. Deuxièmement, l'évolution de la situation régionale en mer de Chine. Et troisièmement, les turpitudes de la mise en œuvre de ce contrat. Oui, comme toujours, cher Gérard, vous soulevez là des points que vous souhaitez aborder pour nous éclairer sur ce dossier. Et comme toujours, bien loin des commentaires ambiants sur ces trahisons de l'Australie et des États-Unis. Oui, tout à fait. L'émotion et le vocabulaire de l'émotion ne sont nullement adaptés à une analyse rationnelle d'une situation géostratégique. Car c'est en réalité de cela qu'il s'agit, une situation géostratégique. Ce dossier concerne des choix militaires et donc des procédures longues impliquant aussi les services de renseignement, les ministères des Finances, et donc des procédures longues et méticuleuses qui vont avec un cadre stratégique régional dont l'acteur principal est la Chine, et in fine des choix géopolitiques aussi australiens du plus haut niveau politique de ce pays. Tout cela a pris du temps, beaucoup de temps, aussi bien pour élaborer le contrat avec la France que pour en sortir, car rien ne s'est fait dans la précipitation. Si je vous suis bien, vous nous proposez donc de commencer par le volet militaire. Je vous pose donc la question, comment, selon vous, ce dossier a-t-il été géré par la marine militaire et les autorités australiennes ? Avant de répondre très précisément à votre question, également très précise, je vous suggère que nous arrêtions quelques instants sur l'Australie. Jacqueline, accepteriez-vous une comparaison osée de l'Australie avec Taïwan ? Vous allez me dire, Gérard, ce n'est pas très raisonnable. Eh bien, regardons la population de Taïwan, s'il vous plaît. 23 millions d'habitants, un peu plus. Regardons la population de l'Australie maintenant. Un peu plus de 26 millions d'habitants. Donc, nous sommes devant un tout petit pays. Alors bien sûr, si on prend les kilomètres carrés à l'Australie, alors là, il faut que nous attachions nos ceintures, c'est 211 fois la superficie de Taïwan. Mais voyez-vous, il n'y a que 2,5 millions d'habitants d'écart entre les deux pays. Donc ce ne sont pas les kilomètres carrés qui payent les impôts et fournissent un budget de défense, ce sont les habitants. Donc l'Australie est un pays très très limité en termes d'habitation, en termes d'habitants, et donc vous avez un budget de défense qui est aussi proportionnel, donc qui est moins de la moitié de celui de la France. Maintenant, donc ça, il faut le garder vraiment présent à l'esprit pour comprendre l'ensemble de ce dossier. Répondons à votre question. Le processus militaire, eh bien, il remonte déjà à 2005-2010, au moment où les Australiens se rendent compte que leurs sous-marins classiques diesel de la classe Collins vieillissent et qu'il va falloir les remplacer. Donc, voyez-vous, on est dans une période 2005-2010 où ils ont fait l'analyse de la situation et ils ont décidé de poursuivre avec le diesel, probablement en rêvant quand même au nucléaire. Mais ils n'en avaient pas les moyens budgétaires.
Donc, les Australiens sont partis sur ce processus d'analyse militaire, donc avec l'état-major de la marine, le ministère de la Défense australien. Le choix a été confirmé donc sur une technologie diesel. Ensuite, donc début de de la décennie 2010, eh bien, on élabore un cahier des charges. Oui, tout ça prend du temps, beaucoup de temps. Et une fois que le cahier des charges a été élaboré, eh bien, les Australiens ont regardé vers le Japon. Et on commençait à parler avec Mitsubishi, avec Kawasaki, qui ont des chantiers de construction navale, pour élaborer un projet. Puis ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la bonne solution. Donc ils sont tournés vers un appel d'offres international, en y conviant donc l'Allemagne avec TKMS, ThyssenKrupp Marine System, et bien sûr les Japonais, et puis Naval Group France. Et donc, ce n'est qu'après, à nouveau, du temps pour étudier les dossiers. Donc, on arrive en 2016 que la décision est prise. Donc, d'un choix hybride. Les Australiens avaient rêvé certainement au nucléaire en prenant la décision du diesel, mais finalement, ils optent pour un choix français qui est une coque nucléaire. Le Barracuda est un sous-marin de type nucléaire, mais qui va être alimenté, cette fois-ci, non pas par un réacteur, mais par un moteur diesel et électrique. Donc, on se retrouve dans un choix hybride. Et d'autant plus hybride que le sous-marin est français, mais l'armement, Lockheed Martin, américain. Donc, on est à nouveau dans cette situation hybride. Et l'hybride plus l'hybride, eh bien, à un moment, on va le voir, on l'a vu, ça ne marche pas, le dossier explose, mais tout cela a pris beaucoup, beaucoup de temps. Effectivement, nous comprenons que nous sommes là dans des situations militaires industrielles très complexes, où les décisions se prennent sur des années. Et juste avant, vous nous indiquiez aussi que le deuxième volet de ce dossier était l'environnement géopolitique régional de 2010 à 2020. Comment décririez-vous cet environnement géopolitique régional ? Eh bien, Jacqueline, effectivement, au cours de ces 10 ans, beaucoup de choses ont changé dans le Pacifique. Et bien sûr, beaucoup de choses ont changé autour de l'acteur principal qu'est la Chine. Dans la période, dans la décennie 2000-2010, la Chine est le grand fournisseur, l'usine du monde. Donc les Chinois sont beaux, les Chinois sont gentils, tout se passe bien. Et à partir de 2010, la Chine, donc, qui est centrée sur elle-même, commence à regarder vers le dehors. Et donc, on évoque de plus en plus ces appétits maritimes, la fameuse carte des 9 traits. C'est-à-dire que c'est une carte chinoise de 1947 qui prend donc dans sa description possession d'îles qui appartiennent au Japon, qui appartiennent aux Philippines, qui appartiennent à la Malaisie, qui appartiennent jusqu'à présent au Vietnam. Donc voilà, il y a un regard vers l'extérieur et les Philippins posent propose une décision de justice avec un tribunal international donc d'arbitrage qui donne raison finalement aux Philippines. Les îlots qui leur appartiennent sont bien leur propriété. Donc il y a déjà des tensions et ces tensions vont être donc croissantes sur l'ensemble de la région puisque les Japonais aussi participent, les Chinois revendiquent des îles qui appartiennent au Japon. Donc on est dans une situation géopolitique locale, régionale, de tensions croissantes d'une Chine tournée vers l'extérieur. Et donc à la fin de la décennie 2019, ce sont les événements d'Hong Kong. 2020, on commence bien sûr avec le Covid. Donc tout le monde regarde vers la Chine, accuse la Chine, à la fois pour son comportement politique et son comportement sanitaire. Et là, il y a une crispation vraiment très importante des relations entre l'Australie et la Chine. Crispation commerciale, politique et autour des droits de l'homme. Donc vous avez ces trois volets qui rentrent en ligne de compte et qui rendent la situation encore plus difficile sur le plan géostratégique et sur le plan militaire.
Oui, nous assistons en effet au basculement de la Chine, jusque-là commerçante et qui devient maintenant conquérante, ce qui amène forcément les rapports entre l'Australie et la Chine à évoluer radicalement. Comment le contrat français des sous-marins évolue-t-il au milieu de tout ça? Eh bien, je vous propose de regarder et de porter notre regard aussi bien du côté français que du côté australien. Du côté français, eh bien, comme je le disais précédemment, on a affaire à un programme hybride. On va réunir une coque d'un sous-marin français de type nucléaire avec une propulsion classique. Donc il y a tout à créer en termes de réalisation du produit, si je puis dire. Il faut mettre effectivement les plans au point. Et quand on a affaire à un produit nouveau, eh bien, il y a souvent des dépassements de délai. Et donc on a déjà vu que le temps était passé des années 2009 à 2016 pour prendre des décisions. Et donc, une année et demie va encore se rajouter. Et là, les Australiens deviennent très nerveux parce que le temps, on voit avec l'accélération chinoise, devient un facteur crucial. Et en général, quand vous avez un dépassement de délai, eh bien vous avez un dépassement de coût. Donc le coût aussi, le budget de l'opération augmente, donc ce qui augmente la tension dans le gouvernement australien, et ça se traduit par un changement du directeur français du programme, ce directeur bien sûr résident en Australie. Donc on a la preuve qu'il y avait des tensions importantes puisque la France a accepté de changer le directeur du programme. Donc du côté australien, on a cette convergence de mécontentement et l'évolution du besoin. Parce que finalement, les sous-marins construits par la France devaient commencer à être livrés en 2027. Donc 2027-2030 avec les retards. Donc on a un système à propulsion classique, des performances limitées, donc vis-à-vis d'un environnement qui est devenu de plus en plus agressif, de plus en plus complexe, qui demande une militarisation croissante. Donc on a aussi une insatisfaction à l'intérieur donc de la sphère australienne qui se voit écartelée entre l'obtention d'un produit qui finalement ne va pas répondre à leurs besoins. Donc on a cette difficulté qui s'accumule des deux côtés. Et d'un point de vue régional, se met en place le fameux Quad, c'est-à-dire un partenariat entre l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Donc il y a cette nécessité aussi de rendre les forces militaires entre ces quatre puissances, comme l'on dit, interopérables. Donc il faut chercher des matériels qui soient utilisés par l'ensemble des parties. Et là, on a dans le domaine aérien, par exemple, le fameux F-35, qui est à la fois américain, mais qui est aussi utilisé par les Japonais, qui a été commandé par l'Australie. Donc on voit cette question d'opérabilité qui devient absolument croissante. Oui, encore une fois, on peut noter votre analyse calme, méthodique, basée sur les faits et loin des réactions diplomatiques, émotionnelles, très fortes des autorités françaises. Expliquez-nous ce décalage. Il y a effectivement un écart qui permet à la France d'exprimer son désarroi, qui, à mon avis, est plus fort sur la forme que sur le fond. Donc, sur la forme, la France n'a pas été informée en amont, mais la France était consciente de l'évolution de la situation extérieure et intérieure australienne donc de cette situation de la pression chinoise. Donc sur effectivement à nouveau la forme qui n'a pas été respectée par l'Australie cette fois-ci, c'est que le marché initial avait été un marché de mise en concurrence, et avec leur revirement, on se trouve dans une situation de gré à gré, comme l'on dit. Donc il n'y a pas eu appel à la concurrence, et ça, je pense que la France est blessée surtout de cette évolution, et c'est pas cela qui est mis en avant, mais sur la réalité des marchés commerciaux, c'est pourtant ce qui apparaît. Et le fait qui est indiscutable, c'est que l'Australie se tourne vers un système plus performant, donc
sous-marin de classe Virginia américain est 2 fois plus important, 2 fois plus gros, 9000 tonnes par rapport aux 4500 tonnes du Barracuda, donc beaucoup plus équipé de missiles de tout type pour pouvoir frapper en profondeur sur le terrestre, pour pouvoir frapper d'autres bâtiments de surface, donc un système aussi plus autonome qui peut naviguer plus longtemps et de façon plus silencieuse. Donc l'Australie, où le facteur temps pèse si fort, eh bien, finalement, avec les États-Unis et l'Angleterre, décide d'agir vite et fort, à la façon anglo-saxonne. On se souvient, avec Lehman Brothers, ce n'est pas, que quand les personnes sont remerciées de leur emploi, on leur donne un carton en disant, voilà, demain matin, c'est pas la peine de revenir. On tranche vite, parce qu'on veut passer du problème tout de suite à la solution. Et c'est ce comportement typiquement anglo-saxon qui a été adopté là. On a un problème, on le tranche vite, on a déjà perdu beaucoup de temps, on se tourne vers la solution. Mais à mon avis, le danger le plus important de cette situation est de notre côté, car dans moins de 3 mois, il y a un référendum en Nouvelle-Calédonie. Et si cette option de rejet de la France par l'Australie donnait des nouveaux fourmillements en Nouvelle-Calédonie, il pourrait y avoir un référendum qui opte pour l'indépendance. Et cela, ce serait vraiment une véritable catastrophe pour la géopolitique française dans le domaine géostratégique du Pacifique. Donc, espérons que la France puisse créer une indispensable confiance avec la Nouvelle-Calédonie pour éviter cette situation. Oui, l'avenir nous le dira. Rendez-vous, j'ai envie de dire, dans 3 mois. Vraiment, merci Gérard pour cette analyse qui vient de nous présenter tous les aspects de cette situation complexe. Nous y voyons en effet beaucoup plus clair et malgré la déception de cette rupture de contrat, nous comprenons mieux l'évolution de la situation australienne.